Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, je décrypte l'actualité politique française à l'image d'une dissertation philosophique. Il y aura donc, au-delà d'une introduction en amont et d'une conclusion en aval, un corps du devoir avec trois parties. Tout d'abord une thèse, ensuite une antithèse et enfin une synthèse. En effet, le Premier ministre Michel Barnier a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer, sans consultation préalable des députés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Suite à cela, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national ont intenté une motion de censure à l'endroit du gouvernement. Conséquence, le Premier ministre s'est trouvé obligé de démissionner. Il a même d'ailleurs remis sa démission au président Macron. Je vous laisse écouter un panorama des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale française. Écoutez et regardez. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous faisons aujourd'hui l'histoire. Vous, parce que vous allez être le seul Premier ministre à être censuré depuis Georges Pompidou en 1962. Moi, parce que j'ai l'honneur de porter cette motion de censure. Le pouvoir n'est plus à l'Élysée. Le pouvoir n'est plus à Matignon. Le pouvoir est ici, à l'Assemblée nationale. Il faut en finir avec l'approche verticale du pouvoir qui est aujourd'hui mis en échec. En fait, les seules lignes rouges qui ont été abandonnées depuis 3 mois, ce sont finalement celles de vos députés. À aucun moment, aucun, vous n'êtes entré en dialogue avec l'opposition de la gauche et des écologistes. Les seuls compromis que vous étiez prêts à admettre étaient ceux négociés avec vous-même. Ce budget ne s'attaque pas seulement à la France, il prend en otage les Français, et singulièrement les plus vulnérables. Les retraités modestes, les personnes malades, les travailleurs pauvres, les Français considérés comme trop riches pour être aidés, mais pas assez pauvres pour échapper au matraquage fiscal. Ces Français qui se posent tous une unique question: où va l'argent ? Vous n'avez même pas esquissé le moindre mouvement en faveur des amendements adoptés dans cette Chambre, ni dans le budget de la sécurité sociale, où pourtant nous réglions une grande partie des déficits des comptes sociaux en faisant, par exemple, cotiser les dividendes, ni dans le budget de l'État, où pourtant nous apportions 56 milliards d'euros en revenant sur les cadeaux fiscaux faits éhontément aux ultra-riches et aux très grandes entreprises depuis 2017. Je vous confirme que oui, nous avons dû faire des efforts. Oui, nous avons dû faire des compromis pour aider le gouvernement et garantir la stabilité. Le choix que nous avons à faire, chers collègues, il est parfaitement clair. L'intérêt du pays ou l'intérêt des partis. Le choix de la responsabilité ou le choix du chaos. Ce choix, Monsieur le Premier ministre, cher Michel, c'est celui que vous avez fait depuis 3 mois. Avec dignité, avec respect, avec droiture. Et je veux vous rendre hommage parce que ce comportement contraste tellement avec le visage qu'offrent certains ici sur les bancs de cet hémicycle. Arrêtez ce mauvais coup porté au pays qui consiste à dire « après moi le déluge ». Le chaos est déjà là. Il est politique, économique et social. Ce n'est pas la politique économique que nous voulons qui explique les chiffres catastrophiques du déficit, les plans de licenciement massifs, le chômage qui remonte, l'incapacité à faire face aux besoins en matière d'investissement écologique. C'est votre politique économique et fiscale qui a consisté à appauvrir le pays au bénéfice des ultra-riches et du capital. Et pour le plus grand malheur du reste du pays. Et après votre chute, il y aura tôt ou tard un budget pour l'État. Arrêtez de faire croire que la lumière s'éteindra. La loi spéciale évitera toute shutdown. Elle permettra de passer la fin de l'année en décalant de quelques semaines l'examen du budget pour 2025. Et contrairement à votre propagande, cela ne fera pas payer d'impôts de plus aux Français, puisque cette loi n'aura pas vocation à durer plus de quelques semaines. La politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. Dans pareille situation, il y a tant à dire. Tant à dire sur l'alliance entre LFI et le RN qui est en train de se nouer. Fidèle
fidèle à l'analyse de Tocqueville, qui écrivait qu'en politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter. Vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les policiers d'assassins. La réalité, Madame Le Pen, c'est que vous vous apprêtez à voter pour ceux qui traitent les terroristes de résistants. La réalité, Madame Le Pen, la réalité... Et honnêtement, la dignité vous imposerait un autre comportement dans cet hémicycle. Il est manifestement devenu plus convenable de parler avec l'extrême droite qu'avec la gauche. Et nous ne pouvons nous résoudre à cela, comme nous ne pouvons nous résoudre à la trahison du Front républicain qui justifie à elle seule cette motion de censure. Je le dis ici, j'ai trop de respect pour la fonction suprême, de déférence à l'égard de nos institutions, de révérence vis-à-vis du suffrage universel, pour participer à une quelconque entreprise, même parlementaire, de demande de destitution. Je laisse cela aux tchéguévaristes de carnaval qui, sans nul doute, se reconnaîtront. Je crois que ce que demandent les Français, c'est en somme moins de bruit et plus d'action. Se taire quand on n'a rien à dire et agir quand on a la chance de pouvoir le faire. Monsieur le Premier ministre, après votre censure, il nous reviendra à l'Assemblée nationale de construire un budget qui viendra réparer ce que vous et vos prédécesseurs avez cassé, qui viendra combler le trou budgétaire que vous avez. Bien, face à cette situation, le problème qui se pose est celui de savoir comment la France va fonctionner sans budget voté par les parlementaires. Plus précisément, et c'est là la problématique, quelle solution adopter face à cette situation? On sait tous que le problème est la difficulté soulevée par la situation et la problématique est la question, l'ensemble des questions posées pour résoudre ce problème de fond. 3 solutions se présentent face à cette difficulté. J'ai regroupé toutes les solutions possibles et je les ai résumées donc en 3 possibilités. La première solution, c'est-à-dire la thèse, est l'intervention présidentielle. En effet, le président Macron peut utiliser l'article 16 de la Constitution française qui lui donne donc des pouvoirs exceptionnels. En ce cas-là, il intervient comme législateur à la place du Parlement. Sauf que ce serait mal vu, ce serait fait entorse au pouvoir législatif qui est censé exécuter, faire, performer le Parlement français. On peut aussi utiliser l'article 47 de la Constitution française qui consiste à faire passer une loi de finances par ordonnance. Si le gouvernement le fait, c'est-à-dire que si on passe par le Conseil des ministres, une fois de plus, cela fait entorse au Parlement. C'est comme si l'exécutif prend la place du législatif. Et ce serait une mise en mal du principe ou de la théorie de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Voilà pourquoi vous allez comprendre de la bouche des parlementaires, c'est ici que se situe le pouvoir. Félicitations à la France, car c'est une leçon aux pays d'Afrique noire francophone, Bénin, Mali, Tchad, Cameroun, Gabon et autres, Côte d'Ivoire, Sénégal. Dans ces pays, où a-t-on vu un gouvernement démissionner sous l'impulsion du Parlement? Félicitations à la France, car c'est une leçon de démocratie que vous nous montrez, à nous, les peuples africains. Avant donc d'accuser encore un président Franc-Afrique, il va falloir que son pays ressemble à la France, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut faire descendre un gouvernement. Quand c'est au Cameroun où l'honorable Kabal lui demande une pareille chose au gouvernement, les gens s'en moquent. Quand c'est le député Ninche qui demande au ministre Atangati de démissionner, les gens s'en moquent. Et pourtant, c'est en cela même que réside la démocratie, à reconnaître que le Parlement peut faire dissoudre le gouvernement. Sauf qu'en France, depuis 1962, à l'époque de Georges Pompidou, cela n'a jamais été le cas. Donc il s'agit d'une hypothèse d'école que tous les étudiants en droit public et en sciences politiques doivent observer, analyser et prendre comme cas de jurisprudence. Mais il y a une autre solution, la solution législative qui consiste à voter une loi spéciale avant le 19 décembre permettant à l'État de collecter les impôts en fonctionnant temporairement avec le budget de l'an passé. Sauf que cette solution-là ne tient pas compte de l'inflation. Ah oui, il y a un problème avec cette technique. C'est que
La loi que proposait M. Michel Barnier annulait cette charge-là, ce fardeau de subir l'inflation des prix sur le marché. Donc, certaines personnes vont se trouver obligées de supporter l'inflation sur leur caisse, dans leur recette. Voilà pourquoi il va falloir un texte rectificatif si jamais cette deuxième solution est adoptée. Mais pensons à la troisième solution, la technique ou le mécanisme des 12e provisoires. Je pense que c'est, à mon humble avis, la meilleure solution, utiliser cette technique-là, dont l'image ici présentée vous en donne la définition. En conclusion, permettez-moi de vous dire que l'avenir de la France va dépendre du comportement du président Macron. Car en effet, si le président Macron fait un conseil de ministres pour adopter un budget pour 2025 en faisant une loi de finances par ordonnance, alors cela va rehausser l'image de l'exécutif et sa puissance sur le législatif. Si le président Macron nomme un premier ministre issu du Parlement, notamment du nouveau Front populaire, cela va rehausser l'image du législatif sur l'exécutif. Et peut-être que dans les prochaines années, la France va ressembler à l'Angleterre, où il y aura peut-être le retour à un roi de France, sous l'image d'un président de la République, mais avec un gouvernement venant du Parlement, exactement comme en Angleterre. Voilà pourquoi l'une des tenantes du nouveau Front populaire qualifie déjà le président Macron de monarque républicain. Je me dis qu'elle est en train de prophétiser. Et elle critiquait déjà, en voyant venir une nouvelle France comme cela, s'il y a un effet à travers cette intervention, où elle critique justement un ancien Premier ministre. Écoutez et regardez. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Madame la Présidente, nos pensées se tournent d'abord vers nos compatriotes réunionnais et voisins mauriciens frappés par un cyclone. Nous leur adressons notre entière solidarité. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Car il n'a jamais été question de changer de cap, mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe, monsieur le Premier ministre, vous la devez à une géographie exiguë. École alsacienne, Sciences Po, cabinet ministériel. Mais vos ministres sont hués jusque dans le 6e arrondissement de Paris. Les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. La France est condamnée pour une action climatique. Des personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale. Le président multiplie les gesticulations quand il ne sabote pas les initiatives qu'il a lui-même inaugurées de la Convention citoyenne aux rencontres de Saint-Denis. Le voilà qui veut renouer le débat avec les Français, qu'il commence par augmenter les salaires, baisser les prix de l'énergie, réquisitionner les logements vides. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir, il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borne en faisant de la France la risée démocratique ou comptez-vous demander le vote de confiance comme tous les premiers ministres depuis 3 décennies? Vous allez donc comprendre pourquoi je propose la technique du 12e provisoire. Car il faut passer par le Conseil constitutionnel. Et cette institution est censée être l'arbitre qui équilibre les pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Bon, parfois même avec aussi le judiciaire. Car au-delà d'être une institution judiciaire, le Conseil constitutionnel est aussi et surtout une institution politique. Et c'est même un sujet qui passe souvent en droit constitutionnel.
sujet le Conseil constitutionnel. Au lieu de prendre le plan classique ou bateau, organisation et structure, grande attribution de compétences, il serait peut-être plus juteux de mettre en première partie le Conseil constitutionnel, virgule, une institution judiciaire, et en seconde partie, le Conseil constitutionnel, virgule, une institution politique. De toutes les façons, le comportement du président Macron va déterminer l'avenir politique de la France. Bien, si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de vous y abonner, de liker, de commenter, surtout de partager. Mais avant de vous quitter, je vous propose d'écouter l'intégralité de l'allocution du président Macron. Écoutez et regardez. Françaises, Français, mes chers compatriotes, hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement et j'en ai pris acte. Je veux ici remercier Michel Barnier pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. Et je crois que c'était nécessaire. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Aucun parti, aucune coalition présentée aux électeurs, en effet, ne peut prétendre avoir seule la majorité. Et cette situation exige une nouvelle organisation politique. C'est inédit, mais c'est ainsi. Alors, durant cet été, j'ai largement consulté, d'abord pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble, comme cela se fait chez beaucoup de nos voisins. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. C'est pourquoi, en septembre, mon choix s'est porté sur Michel Barnier, un responsable d'expérience, jusqu'alors dans l'opposition, parce qu'il était en effet susceptible de rassembler la majorité la plus large à l'Assemblée et au Sénat, de la droite républicaine au centre, en passant par les radicaux et les forces indépendantes et des territoires. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer, et hier donc le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Les députés du Rassemblement national ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme, qui insultait leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre, qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche, et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. Non pas pour faire, mais pour défaire, pour créer le désordre. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Mais ce faisant, d'abord, il se garde bien de vous rappeler la réalité de notre Constitution,
Quoi qu'il advienne, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 10 mois. Et dans ces conditions, l'Assemblée a le devoir de faire ce pourquoi vous l'avez élu, travailler ensemble au service de la France et des Français. Ensuite, personne ne peut en fait se permettre d'attendre pour agir, pour être utile. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection à tous. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. À partir d'aujourd'hui, c'est une époque nouvelle qui doit commencer, où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir des compromis nouveaux. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons être ambitieux pour la France. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Sa priorité sera le budget. Une loi spéciale sera à déposer avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. Et je compte bien qu'une majorité puisse se dégager pour l'adopter au Parlement. Les services publics fonctionneront, les entreprises pourront travailler, nos obligations seront tenues. Nos maires pourront évidemment, là aussi, continuer de fonctionner. Je les remercie encore de leur dévouement pour la nation. Puis, en début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. C'est nécessaire pour en effet protéger les Français des hausses d'impôts mécaniques liées à l'inflation, parce que je refuse que les Français paient la facture de cette censure. Et c'est aussi nécessaire d'avoir ce budget en tout début d'année prochaine pour permettre au pays d'investir, comme cela a été prévu, pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, mais aussi aider nos agriculteurs en difficulté qui attendaient le budget, ou venir en soutien à la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, je ne pourrai pas me représenter en 2027. C'est pourquoi le seul calendrier qui m'importe n'est pas celui des ambitions, c'est celui de notre nation. Au fond, celui qui compte pour vous, pour nous. Nous avons devant nous 30 mois. 30 mois jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. 30 mois pour que le gouvernement puisse agir. Agir pour faire de la France un pays plus fort et plus juste. Innover, produire, investir dans les transitions technologiques et environnementales, instruire nos enfants et nos jeunes, prévenir et soigner, protéger. Au moment où les guerres en Europe et au Moyen-Orient nous déstabilisent, continuer de préparer nos armées, mais aussi toute la société, et agir pour la paix. Avoir une France plus forte dans une Europe plus forte, plus indépendante, et prête peut-être à de nouveaux conflits, et à résister à toutes les pressions. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Et pour cela, le gouvernement devra partir du réel, et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas pour ma part que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes, ou avec quelques laxismes face au narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Il faudra que le gouvernement rassemble pour agir concrètement au cours de ces 30 mois pour nous et nos enfants. Regardez, samedi, devant le monde entier, nous allons célébrer la réouverture au public de Notre-Dame de Paris. La cathédrale sera rendue aux Parisiennes et aux Parisiens, à nous tous, aux catholiques du monde entier et aux cultes. Et ce chantier qu'on croyait impossible, rappelez-vous, nous tous, ce soir d'avril 2019, eh bien, nous l'avons fait.
comme nous avons aussi réussi nos Jeux olympiques et paralympiques. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu un cap clair, une volonté, et parce que chaque femme et chaque homme a travaillé dur. Responsables publics, fonctionnaires, salariés, compagnons, bénévoles, chacun a eu un rôle essentiel pour une cause plus grande que nous tous. C'est la preuve que nous savons faire de grandes choses, que nous savons faire l'impossible. Et d'ailleurs, le monde entier, à 2 reprises cette année, nous admire pour cela. Eh bien, c'est la même chose qu'il nous faut faire pour la nation. Avoir un cap clair pour ces 30 mois. L'école, la santé, la sécurité, le travail, le progrès, le climat, l'Europe. Des actes clairs qu'un gouvernement devra prendre au service du pays. Un Parlement qui saura trouver les compromis. Un sens des responsabilités et du respect. Partout où elle est fragilisée, rebâtir la nation. Partout où il y a des emportements, de l'insulte, remettre de la sagesse. Et partout où il y a de la division, vouloir l'unité. Partout où les uns cèdent à l'angoisse, vouloir l'espérance. Nous l'avons fait. Nous allons le montrer au monde entier. Nous sommes donc capables. Nous allons donc le faire pour notre pays et notre République. Vive la République, vive la France.